tous. Je m'appelle Sylvie Alouche. Je suis un peu fantomatique sur le programme, donc je ne sais pas si vous avez vu que j'animais cette table ronde. Je suis maître de conférence en philosophie à l'Université catholique de Lyon et spécialiste de science-fiction, notamment parce que j'ai fait ma thèse sur la science-fiction. Voilà, juste pour vous situer. Et donc, on m'a proposé d'animer cette table ronde qui n'est pas intitulée Gagner, enfin, c'est Gagner, c'est vaincre à tout prix, point d'interrogation. Petite nuance. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde 4 auteurs. Donc, Michel Astrude, Léo Henry, Sabrina Calvo et Audrey Plenay. Alors donc je vais les présenter brièvement. J'avais prévu une présentation, mais comme voilà, il y a eu une petite difficulté apparemment à trouver ce lieu pas facile, je vais abréger ma présentation. Juste sur le thème, donc il y a un sous-titre, un gagner, c'est vaincre à tout prix, point d'interrogation, pour des imaginaires de la coopération. Et j'imagine que si vous êtes là, vous avez pris le soin de lire le petit résumé. Donc le thème général des intergalactiques de cette année, c'est du pain et des jeux. Et nous, on nous a proposé de discuter entre nous autour des imaginaires de la coopération. Donc c'est un sujet un petit peu plus précis. Alors je voulais juste faire... on ne se refait pas comme philosophe, mais juste une petite distinction. C'est-à-dire qu'on va sans doute être amené à parler des jeux en général, de la coopération avec ou sans jeu. Et pour ce qui est de la coopération dans les jeux, je pense qu'il y a au moins 2 façons de l'entendre. Il y a un sens fort, les jeux coopératifs, où l'objectif est d'aller tous ensemble vers un objectif. Mais il y a aussi toute la question de la coopération dans les jeux, même quand ce ne sont pas au bout du compte des jeux coopératifs, si on fait des alliances ou qu'on fait des jeux en équipe, etc. Voilà, donc j'ai imaginé que ce serait forcément des lignes de fracture conceptuelle qu'on serait amené à rencontrer. Alors, avant d'entamer, donc moi je parle beaucoup, mais après je vais surtout laisser la parole aux intervenants. Donc Michel Astrude est professeure de génie civil à Rennes et elle a toujours écrit des nouvelles, des romans. Elle est publiée depuis quelques années aux Forges de Vulcain. Et elle explore des thématiques, des genres différents, fiction climatique, romans d'apprentissage. Et donc son ouvrage le plus récent, paru en janvier 2024, est un texte de science-fiction à proprement parler. Voilà. Après, si je passe à Léo Henry, donc, qui est juste à côté, titulaire d'un master de lettres modernes. Il débute sa carrière d'écrivain avec les Cahiers du labyrinthe pour développer ensuite l'univers de Yerminadingrad avec Jacques Mucchielli et ensuite un certain nombre d'autres camarades, dont Sabrina Calvo, Alain Damasio, Norbert Merjanian, Luvan, etc. Il est surtout, il travaille beaucoup les formes courtes et les textes expérimentaux, comme en témoigne son œuvre toute récente, 120, que j'ai vu traîner là tout à l'heure, qui est un assemblage de textes écrits pendant, je crois, 10 ans. Voilà. Et il a aussi travaillé autour de la bande dessinée et aussi autour des jeux, donc il aura peut-être plus spécifiquement des choses à dire sur le sujet. Et voilà, bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais sinon, Sabrina ensuite. Sabrina a aussi de multiples casquettes. Elle fait paraître son premier roman en 1997 et depuis, elle a publié de nombreux romans, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des films, des défilés. Enfin voilà, une expression artistique multiforme. Ah oui, alors j'avais pas mentionné, mais Léo a obtenu le Grand Prix de l'imaginaire pour une de ses nouvelles.
Oui, il y a super longtemps. Et oui, non, mais justement. Et Sabrina a obtenu un certain nombre de prix Bob Moran, prix Rony Onnet, et notamment le Grand Prix de l'Imaginaire pour son roman Toxoplasma. Est-ce que tu as un master ? Voilà. J'ai fait un DUG en 5 ans. Pour les gens qui savent. Voilà. Et Audrey, alors diplôme, elle aussi, diplômée d'une grande école de commerce. Elle s'est engagée dans des ONG, des associations. Elle a beaucoup voyagé et elle écrit, alors d'abord plutôt dans l'auto-édition, mais elle a publié un premier roman auto-édité et ensuite un certain nombre de nouvelles. Et voilà, et elle a reçu aussi notamment un certain nombre de prix, dont très récemment le prix Utopial pour Rossignol, son roman court, voilà, qui est là. Voilà, j'ai fini les petites présentations au cas où tout le monde ne connaîtrait pas tout le monde. Et je vais commencer par une question super large. Oui, j'ai aussi, je pense que c'est important de bien. Sabrina est aussi l'autrice de nombreux jeux, voilà. Donc disons que Léo et Sabrina ont une activité sans doute de joueurs-joueuses, mais elles ont aussi un rôle. Enfin, elles auront sans doute des choses à dire du point de vue comment on dit, de l'octorialité par rapport au jeu, en tant qu'auteur, autrice de jeu. Voilà. Alors, justement, question très générale pour commencer. Quelle est votre expérience des jeux et des jeux de coopération en particulier ? Voilà. Si quelqu'un veut... Alors, vas-y, Michel. Je vais paraître ridicule, mais je ne joue pas. Donc, en off, elle m'a dit, mais c'est sur quelle base ont été organisées les tables rondes ? C'est la conférence du chaos. Salut, ça va, c'est la coopération. On essaie de faire des trucs ensemble et on se foire plutôt. C'est pas mal. Vas-y, parce que j'ai répondu. Tous vers le gouffre. Ah voilà, c'est tout, d'accord. Elle a 0 rapport au jeu. Ok. Et elle ne veut pas en dire plus. Ah bah, Léo. Audrey, non, mais et donc du coup, tu joues, du coup. Il faut que tu parles dans le micro et tout. C'est une table ronde. Non, ça dépend de ce qu'on entend par jeu. Non, je joue pas actuellement ni en jeu de rôle ou en type de jeu. Je suis pas vraiment à en faire une grosse pratique, mais occasionnellement, oui. Et moi, ce qui me déplaît le plus dans le jeu, en fait, justement, c'est de perdre. Enfin, j'ai un peu cette phobie de perdre. Donc, dès que je mets à jouer, je suis dans le analysis-paralysis où j'essaie d'imaginer toutes les probabilités que j'ai pour éviter au maximum de perdre. Et c'est ce qui me retient le plus de jouer, c'est d'être sur des jeux où je vais me perdre parce que je vois ça comme se faire ridiculiser en fait, parce que je suis dans cette question d'opposition, parce qu'on m'a toujours présenté les jeux dans cette question d'opposition en fait. Et voilà, et donc c'est surtout ça, même d'être dans l'équipe perdante, enfin c'est un peu voilà la phobie qu'on avait tous en 4e d'être choisi le dernier de l'équipe quand on y avait ces horribles choix une personne par équipe. Donc ouais, moi c'est ce qui me rebute le plus justement, et ce qui m'a tenu éloignée très longtemps des jeux, c'est que c'était une question à la fin qu'il y avait un gagnant et un perdant, et la crainte d'être du côté des perdants. On doit comprendre en filigrane que tu n'as donc pas d'expérience du tout de ce qu'on appelle les jeux coopératifs, en fait, où justement il n'y a pas de perdant. En fait, j'ai découvert ça hyper tard. Je veux dire, j'ai découvert hyper tard qu'il y avait des jeux collaboratifs. J'ai découvert ça notamment grâce à mes enfants, où en fait il y a beaucoup de jeux avant un certain âge, avant les 5-6 ans, sont des jeux collaboratifs. Et je me dis, mais c'est génial en fait. Alors, pour le coup, ça marche pas avec mes enfants. Ils veulent absolument gagner, même dans la collaboration. Donc, et ils sont très mauvais perdants également. Donc ça finit quand même en cris et les pièces sont jetées sur le jeu. Mais voilà, j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait potentiellement ça. Donc c'est pas la façon dont on présente les jeux traditionnellement. Sinon, il y a aussi les jeux auxquels on joue tout seul. Voilà, il y a plein de jeux qui se jouent en solo. Vas-y, parle de masturbation. J'ai vu dans ton regard.
Bah, vas-y, Léo, apparemment. Non, mais mais non, moi j'étais en train de penser au truc avec le corbeau là. Ah, c'est génial. Quite hike. Non, short hike. Et vraiment, c'était pas celui-là que je pensais, mais. De quoi? Le petit Le verger. jeu merci. Oui. Ah bah voilà, il Voilà. y a des darons dans la salle. Quoi. Ouais, le jeu du verger qui est très très bien, mais pareil, moi à la fin, mes fils vont détourner la règle. Il y en a un qui dit, moi je joue le corbeau. Donc il veut battre les autres quand même. Donc, alors que le corbeau est censé représenter l'ennemi de tous les autres joueurs qui collaborent ensemble. Ouais, moi, mes gamins, ils se bastonnent dans Overcooked. Ils se poussent dans la lave. Ils ont inventé des règles alternatives. Parle de toi. De mon rapport au jeu. Moi j'ai un truc qui est... Je redoute de jouer, mais pour une autre raison, c'est que j'ai un truc d'implication dans les jeux de plateau. Et même dans les jeux de rôle, en fait, alors, je suis presque toujours maître de jeu parce que je pense que c'est un rôle... Parce qu'en fait, sinon, j'ai un truc sur l'animation du groupe. Et j'ai envie que tout le monde s'amuse. Donc, c'est pas du tout un enjeu de gagner ou de perdre. Mais par contre, ça me met dans des niveaux de stress de zinzin, en fait. C'est genre, j'ai réussi à me casser le pied en jouant à 1, 2, 3 soleil avec des enfants, quoi. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc d'implication. Et je peux pas ne pas être à 100% dans le truc. Et donc, assez souvent, je renonce à jouer pour ça parce que je sais que ça va, genre, me rincer, quoi. T'as une charge émotionnelle, en fait. C'est rien, je sais pas pourquoi je fais ça, en fait. J'ai vraiment besoin que tout le monde s'amuse. Et pour que tout le monde s'amuse, je suis genre à fond. Genre comme en table ronde, je déboule. Enfin, tu vois, genre, je dis des conneries. Tu vois. Mais sur les jeux où il y en a, là les jeux que j'ai redécouverts récemment, oui, ça fait vraiment la fille qui découvre des trucs que tout le monde sait depuis 10 ans, mais c'est les escape games qui sont plus collaboratifs pour le coup, et là j'ai ressenti justement la pression de est-ce que je vais perdre, voilà, n'existait pas, et il y avait un truc beaucoup plus collaboratif, et on joue contre personne, on joue même pas contre la banque ou contre, voilà, on joue pour sortir un moment de la pièce et reprendre son activité normale. Donc voilà, je ne sais pas si vous en écrivez, pareil, peut-être. Alors moi, c'est génial parce que je pensais que ça allait être une table ronde politique. Et du coup, rien à voir. Ok. Moi, je suis typiquement ce qu'on appelle une hardcore gameuse. Donc, je joue depuis que j'ai à peu près 3 ans. 4 ans, j'ai tout eu parce que j'ai vécu avant Internet. Donc, j'ai connu Pong en noir et blanc, pour celles et ceux qui connaissent. J'ai eu tout. Toutes les consoles, tous les ordis, tous les machins, tous les trucs. Je suis devenu rôliste à 10 ans. Donc ça fait 40 ans que je fais du jeu de rôle. Voilà. Donc moi je suis perdu pour la cause. Je suis à 250 heures dans Cyberpunk 2077. Je suis TDS dans Second Life depuis 15 ans. Ouais. Ça fait un paquet de trucs. Putain, ça existe de ouf, bébé. Maintenant, on a des corps en mèche, des trucs de ma boule. Attends, je te montrerai des images. Et c'est un peu chaud, mais bon, je te montrerai quand même. Et du coup, moi, j'ai fait tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fait du jeu de rôle, donc du coup, un endroit où il n'y a pas du tout de compétition. Parce que pour moi, le jeu... moi, j'ai découvert le jeu de manière soumise, directe. On m'a très vite dit, t'es pas là pour gagner, parce que c'est nous qui gagnons. Et moi, j'ai fait, OK, that's life, basically. You know, c'est comme ça qu'on m'a appris ma place. Et du coup, pour moi, c'est totalement OK, en fait, d'avoir une expérience plutôt depuis l'extérieur du jeu. Et gagner, perdre, c'est juste des états, en fait. Et quand on regarde la manière dont les jeux sont faits et la manière dont les jeux sont designés, en fait, et surtout les jeux vidéo, c'est que des séquences d'états, en fait. S'il y a des programmateurs ou des programmatrices parmi vous, ou des state machines, vous voyez ce que c'est. Et c'est-à-dire des variations d'état d'un objet en fonction des contextes, des variables, des machins, comme ça. Et du coup, pour moi, la question de la compétition se pose même pas, en fait. Pour moi, on est déjà dans une dialectique qui m'est aliène et qui m'est étrangère et qui, pour moi, n'a pas entré en ligne de cause du jeu. Et je pense que c'est important à un moment donné qu'autour de cette table, on essaie de comprendre ce que ça veut dire un jeu. Parce que quand tu dis, par exemple, Michel, que tu joues pas, c'est pas vrai. C'est comme les gens qui disent je rêve pas. C'est pas vrai. Tout le monde rêve, tout le monde joue. C'est juste à quoi on joue et est-ce qu'on a conscience que c'est un jeu ou pas. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse pour faire une définition du jeu rapidement, qui est une définition... Alors, c'est très difficile de faire une définition du jeu, d'accord ? Moi, j'en ai pas une personnelle. Je prends un peu la parole 2 secondes. Alors, parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas que je prenne la parole trop longtemps pendant cette conférence. Désolé les filles. Je vais vous brise-plainer un petit peu. Donc je vais utiliser, puisque nous avons une philosophe à table, je vais utiliser les paroles d'un philosophe qui s'appelle Bernard Suits,
qui a écrit un bouquin sur le game design qui s'appelle The Grasshopper. Si vous ne connaissez pas cette référence, vraiment lisez ça, c'est absolument génial. Et il s'est saisi de la question de qu'est-ce que c'est qu'un jeu. Ok ? Bon. Non, mais il a une définition. Je vais juste donner ma définition, je vais fermer ma gueule. Ok. Alors, elle est super cette définition. Ok. Un jeu, c'est une activité librement entreprise vers un objectif avec des obstacles non nécessaires. Ok ? Donc en gros, si je dis je dois aller toucher le mur là-bas, c'est pas un jeu. Si je dis je vais toucher le mur là-bas à cloche-pied, c'est déjà plus un jeu. Si on dit c'est la première personne à aller toucher le mur là-bas à cloche-pied et l'autre en rampant, là on est dans un jeu. Suits donne cet exemple que je vais vous donner qui est super. Imaginez un gars ou une meuf sous un arbre, sous un pommier, avec des pommes, mais genre comme as, quoi. D'accord ? Il est sur une pelouse. La pelouse, elle est encerclée par un toute petite barrière. Il y a quelqu'un qui passe là et qui voit cette personne en train de dormir et qui se rend compte qu'en fait, une des pommes va se décrocher de l'arbre et va lui tomber sur la gueule et le tuer. Ou la tuer. Et là, il se dit, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Je suis trop loin, même si je crie, il ne m'entendra pas. Et puis en plus, elle dort, il faut vraiment que j'aille la secouer. Sauf que, sur la pelouse, il y a un panneau avec marqué « Interdiction de marcher sur la pelouse ». Dans un jeu, on va essayer de réveiller la personne en ne marchant pas sur la pelouse. Dans la réalité, on s'en bat les couilles, on trace. Ok ? Voilà. Donc c'est un obstacle non nécessaire. C'est librement entrepris parce que cette personne, elle peut très bien mourir aussi, je m'en fous. Donc c'est librement entrepris et il y a un objectif, il y a toujours en fait, et c'est la grande question en game design, c'est-à-dire est-ce que ce sont des jeux téléologiques, c'est-à-dire avec un objectif, avec une progression logique, avec des télos, c'est-à-dire avec des étapes qu'on est capable de mesurer vers une étape finale, ou est-ce que ce sont des jeux émergents, c'est-à-dire qui sont des jeux où au fur et à mesure on crée les conditions de notre propre réalisation d'objectifs. All right ? Ok. C'est bon ? C'est bon ? Super. Donc Michel, oui, tu joues. Tu joues probablement, mais sauf que t'as pas en fait, tu vois pas l'endroit de jeu. Mais tout le monde joue parce que c'est comme ça qu'on apprend la vie en fait. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on partage de la connaissance. C'est par le jeu. Et c'est souvent des jeux de mots, c'est souvent des choses comme ça, mais il y a toujours du jeu dans notre vie. C'est quelque chose que tout le monde fait, le jeu. Voilà. Ouais, des jeux à boire, des jeux, enfin ce que tu veux quoi. Tu veux réagir ? Non, ça marche pas. Ouais. Ah si, ça marche. Non, Michel, non, tu veux pas spécialement réagir Je veux bien réagir. Bah oui, la vie est jeu. Alors dans ces cas-là, tout ce qu'on fait dans la vie est jeu. Je suis jeu sur l'apprentissage peut-être. Moi, par le ballon prisonnier, hein, où j'étais très forte d'ailleurs. J'étais souvent la dernière. Alors là, on va parler de l'histoire personnelle aussi. Pour moi, le jeu, ça me fait un peu peur. Le jeu collectif, ça me fait un peu peur. Ça réveille tellement d'interactions entre les individus. C'est compliqué d'arriver à trouver sa place dans le jeu. Alors, je pars dans des choses très philosophiques. Bon, voilà. Donc j'ai une enfance un peu solitaire. J'étais fille unique et j'ai pas joué même aux jeux de cartes ou à toutes ces choses-là. Et j'ai remplacé le jeu. Alors bon, ça fait très plombé par la lecture et voilà, d'où l'écriture. Et bah, on peut dire l'écriture est un jeu, mais bon, voilà, la seule chose. Je peux parler du jeu. Sur ce que tu disais, là, pour partir sur les questions justement politiques, c'est le librement consenti, entrepris, librement entrepris. Où effectivement, il faut que tous les joueurs soient libres d'entrer le jeu et de pas être sur des rapports inégalitaires où après, voilà, sur certaines situations où les autres disent voilà, c'est bon, on rigolait, c'était un jeu. Non, là, moi, j'étais pas dans, c'est pas voilà. Et donc il y a aussi consentement d'entrer dans le jeu et que les règles aussi soient clairement expliquées et librement qu'on y adhère librement. Et donc là, voilà, c'est certaines parties de jeux, même de jeux politiques, de jeux économiques qui ont l'air d'un jeu pour certaines personnes, ne sont pas librement entrepris par toutes les parties. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Audrey. Et pardon, oui, et même au niveau sportif, ou même j'ai fait de la gymnastique étant petite, et très vite l'aspect, on est
on est d'accord pour participer au début, et puis on se trouve embringué dans quelque chose, et puis dans un aspect compétitif, là aussi, où c'est compliqué, quoi. Ça va engendrer, on va être obligé d'y passer tellement de temps, d'accepter tellement de rapports, un peu de domination, dominer, de faire des concessions, et du coup, en fait, je veux dire, c'est pas que je suis pas jeu, le jeu me fait peur, en fait. Par rapport à ce que tu disais sur le fait que la vie est un jeu, la vie n'est pas un jeu, puisque la vie, elle ne te donne pas le choix de rentrer. Dans le game design, on appelle ça le cercle magique. C'est-à-dire l'endroit où, quand on rentre, on consent à être ensemble au même endroit et à dire, OK, bon, bah, les rapports que nous allons établir dans ce cercle sont des rapports établis dans ce cercle. À partir du moment où tu fais un pas en arrière du cercle, tu n'es plus dans le cercle, donc les rapports sont plus... Donc c'est en ça que la vie n'est pas un jeu. Ça, c'est un truc que les un petit peu les spiritualistes de bas étage vont dire life is a game and then you... Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de vivre. Nous-mêmes, on est venus au monde, on n'a pas demandé, quoi. Donc il n'y a pas ça. Et par rapport à ce que tu disais sur l'exigence aujourd'hui de comment les jeux sont perçus dans la vie par les gens et la dissolution du filtre de jeu dans la vie, moi j'ai cette anecdote qui est terrible. Un jour j'étais à la radio et j'entends Deschamps parler de foot là, comme s'il était en train de sauver le monde du cancer, quoi, le gars, quoi. Et là il fait c'est bon, je joue pas pour s'amuser, hein. Et j'ai envie de dire, mais mec, tu joues pour quoi? Tu te rends compte de ce que tu dis? On ne joue pas pour s'amuser, quoi. Non, mais alors, on est arrivé à ce degré d'intégration, en fait, du non-consentement du jeu dans la société, en le faisant passer pour une évidence. Et c'est d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des endroits qui sont cristallisés autour de ce jeu, de cette notion-là de vie et de jeu, et sur la compétition, sur les sports. C'est un endroit de structurel de l'autoritarisme dans la société aussi, quoi. Ça, là-dessus, en tant que personne trans, nous, on est confrontés à ça tout le temps, en fait, parce qu'on nous dit vous allez quand même pas commencer, on va pas commencer à accepter des personnes trans dans le genre où pas de leur origine, quoi. Et là, tu te dis mais c'est un putain de jeu, quoi. On peut changer les règles si on veut. Il y a bien des poids plumes et des poids lourds en boxe, quoi. Donc on peut très bien envisager, mais non, la règle devient une sorte d'essentialisme, de principe d'autorité et de structure de la société pour pouvoir perpétuer, un peu comme la carcéralité des enfants, pouvoir normaliser des rapports de domination sous couvert de... voilà, ça reste une tradition entre nous, voilà. Et ça c'est très grave en fait ce qui est en train de se passer, parce que le jeu est en train d'être instrumentalisé à des fins politiques en fait. Il y a un truc politique que je trouve ultra intéressant peut-être, c'est le point sur la règle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans le cercle magique, en fait, c'est librement consenti ou librement entrepris dans un cadre qui est réglé. Et donc l'idée, c'est que les gens, que chacun connaît la règle avec laquelle le jeu va être joué. Et ça, moi, directement, je pense au Uno, en fait. Le Uno, c'est quand même le jeu de la microculture locale, quoi. Et à chaque fois que tu joues au Uno avec des nouvelles personnes, en fait, tu découvres les règles qui sont appliquées, et c'est les règles qui les font gagner, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est que le Uno, c'est quand même un grand jeu sur... Non, en fait, t'as pas le droit de piocher après le plus 4, et puis tu peux pas mettre ce plus 2 derrière mon plus 4. Et donc, il y a tout un truc aussi sur le flou dans la règle. Et je trouve que ça rejoint aussi ce que tu dis, Brice. Il y a un truc sur... comment dire, en fait, il y a la question de qui instaure les règles, de qu'est-ce qu'on a chacune compris des règles du jeu qu'on est en train de jouer, et aussi qui a la possibilité de modifier les règles quand ça l'arrange. Et ça, typiquement, sur les règles sociales, c'est quand même aussi ça. C'est-à-dire que les règles, elles sont établies et tout le monde est obligé de les suivre, jusqu'au moment où, selon ces règles, et ben, finalement, ça n'arrange pas les gens qui font les règles et qui, d'un seul coup, disent « Non, en fait, finalement, on va juste pas faire comme ça. » Parce que la règle, elle est mieux. Voilà. Et donc, c'est de nouveau le Uno. C'est insupportable. J'avais dit contre Uno. En fait, tu vois, genre, je vais pas piocher, j'ai gagné cette partie. Alors, vas-y. Ouais, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le choix et le consentement, parce qu'effectivement, je trouve ça super intéressant. Donc, effectivement, tout le monde accepte les règles du départ, mais alors, ces règles... elles peuvent aussi devenir obsolètes. Donc, comment est-ce qu'on décide de les changer ? S'il faut que tout le monde soit d'accord, donc après, là, on est dans du politique, hein, puisqu'on est dans l'organisation d'une société où on crée soi-même sa propre constitution, ses propres règles. Et donc, comment on change les règles dans ces jeux collaboratifs ? Donc, est-ce que tout le monde décide ou est-ce que c'est un petit groupe ? Est-ce qu'il y a des exemples ? Alors, ça te dérange si je parle ? Ok. Non, mais en fait, j'ai plein de trucs à dire. D'abord, fallait pas l'inviter.
D'abord, ce que tu dis sur le Uno, c'est génial parce que tout le monde a ses règles maison. Au Monopoly aussi, ça marche. Enfin, ça, il y a un nom pour ça. Je voudrais offrir ça un peu au collectif là ce matin, parce qu'on peut en parler. En game design, on appelle ça un jeu nomique. Un jeu nomique, c'est un jeu qui produit ses règles au fur et à mesure. Alors, l'exemple le plus célèbre de jeu nomique qu'on a, c'est le Calvin Ball. Tout le monde ici a lu Calvin et Hobbes. Ok, Calvin et Hobbes. Donc Calvin, un petit gamin avec son tigre, machin. Il joue à un jeu qui s'appelle le Calvin Ball. Ça se joue avec une balle et on sait, il y a un gant de baseball, je crois. Enfin, on sait pas trop. Et en fait, ils font les règles au fur et à mesure. Donc ils décident de dire, ok, bon bah voilà, t'attrapes la balle et puis si tu cours avec la balle près du pommier et que tu dis 1, 2, 3 et que moi avant j'ai fait un soleil, et ben j'ai gagné. Ok, d'accord. Alors on y va. Alors attends, pas 1, 2, 3. Finalement on va aller jusqu'à 4. Donc d'accord. Et donc ils vont commencer à négocier sur pourquoi 4 et pas 3. Et du coup, ça devient un nouvel environnement de règles. Donc, pour revenir à ce que tu dis, qui change les règles et comment on fait pour renégocier quelque part En fait, le problème, c'est le contexte. C'est-à-dire que la règle de, par exemple, les règles de société, les règles de rapport de société, ce n'est pas les règles du foot. Ce n'est pas la même chose. Mais en même temps, des comités qui se sont construits dans la tradition, c'est-à-dire qui ont véhiculé un héritage du passé au fur et à mesure et qui implémentent ça dans le réel sans se dire que le réel va pouvoir reprendre ses droits sur les règles, on est dans une position de caste et de privilège, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « c'est pas comme ça qu'on joue », c'est pas ce qu'il dit, en fait. Ce qu'il dit, c'est comme ça qu'on doit jouer. Mais et là, on en revient à la politique. C'est quelle est la légitimité du pouvoir du faiseur de règles ? Si la règle elle est partagée par toutes et qu'elle peut se modifier, c'est-à-dire qu'elle peut agrandir son contexte en fonction de la manière dont la société se transforme, en fonction des ressources, en fonction des machins, etc. Enfin, je veux dire, personne aujourd'hui ne se pose réellement la question du coût en ressources énergétiques d'un match de foot. C'est hallucinant. Oui, ça se pose, mais ça se pose pas. Pour les gens, c'est normal, en fait. Ça fait partie de la tradition. Moi, je sais pas. Mon père est aux Ultras. Il a été à l'OM aux Ultras pendant longtemps. J'ai fréquenté des gens, machin, etc. Ça n'a jamais été un sujet. Ce qui peut être un sujet éventuellement, c'est combien on va payer la rate de service, quoi. Eh ouais. Vous vous rendez compte que lui, il a 6 millions et que l'autre, il a moins ? Et donc on en arrive à des rapports de société à l'intérieur même d'un jeu où les règles sont pipées dès le début, parce que toutes les règles sont pipées, en fait, quoi. En fait, maintenant, ce qu'il faut poser comme question, c'est la tricherie. C'est ça qu'il faut poser comme question sur le jeu aujourd'hui. Comment on triche ? Qu'est-ce que ça veut dire tricher ? Est-ce que c'est toujours du jeu ? Est-ce qu'il y a un esprit du jeu ? Je veux dire, mais de ouf ! On parle des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin et compagnie, mais le mec, est-ce que vous avez déjà regardé ce qu'il avait dans la tronche au gars là ? C'est l'enfer, sa tête, en fait, quoi. Donc, putain. Je vais être bref, mais est-ce qu'il y avait des gens qui étaient à la conf de hier soir ou pas ? Est-ce que j'ai le droit de raconter l'anecdote sur les minimes où ça vous saoule, quoi ? Ok. Je vais aller très très vite, mais parce que c'est une anecdote que je trouve amusante. Alors, j'ai pas les sources, donc peut-être que je l'invente au fur et à mesure. Il y avait un club de foot féminin en minime en Bretagne, je dirais, qui était genre méga fort, mais genre vraiment méga fort. Et donc du coup, elles jouaient des rencontres féminines, elles éclataient leurs adversaires, donc elles faisaient des 13-0, machin. Donc assez rapidement, elles ont trouvé qu'il n'y avait pas de challenge à jouer à cet endroit-là, et donc elles ont demandé l'autorisation à jouer contre des clubs masculins. Autorisation qui leur a été accordée. Elles ont défoncé les clubs masculins et pareil, genre 8-0 et voilà. Et au bout de genre 3-4 matchs, en fait, la ligue masculine a dit non, en fait, il faut vraiment arrêter cette règle-là qu'on a consenti à changer, on va la rechanger parce que ça les rend vraiment trop tristes, ces garçons. Déjà de perdre, ils aiment pas, mais alors perdre contre des filles, c'est pas possible, donc on arrête, quoi. Et donc il y a aussi ce truc-là, genre il y a une espèce de règle objective qui dit qui est meilleur que qui, mais en fait, à un certain moment, en fait, cette règle, on va juste pas l'appliquer parce que quoi. C'était quelle équipe Et bah juste, tu vois, j'ai annoncé que j'avais pas les sources, quoi. Donc là, il y a le truc genre référence souhaitée, tu vois, dans la page Wikipédia. Genre ça sent la modification de page à l'arrache, quoi. J'avais entendu l'histoire avec une équipe de football, je crois que c'était autour de Nantes, mais c'était des juniors, c'était des filles de 14 ans, et donc en fait c'était encore pire, que c'était des adolescentes. C'est une légende urbaine, en fait.
T'avais aussi le coup où t'avais une course cycliste où ils font partir la course des hommes et puis 2-3 heures plus tard ils font partir la course des femmes. Problème, c'est que la course des femmes rattrape la queue de la course des hommes. Et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foncé en voiture et en scooter, ils ont arrêté les femmes. Donc ils ont arrêté en disant attendez, là vous rattrapez les gars. Après qu'il y avait un problème de faire partir, en fait ils pensaient, les orgas, que des femmes n'allaient pas rattraper avec un écart de 2 heures sur le top départ, n'allaient pas rattraper les hommes. Mais en fait les cyclistes c'était hyper dur pour elles parce qu'elles ont dû s'arrêter en plein effort, elles étaient lancées, tout d'un coup ils se retrouvent toutes à l'arrêt, elles ont attendu 1 heure ou 2 que les hommes avancent un peu et ils les ont fait repartir. Et en fait, après, ils ont dit, faut peut-être qu'on fasse partir 2 jours différents ou vraiment plus d'écart ou de circuits. Ça, c'est... Et en fait, voilà. Et tout d'un coup, bon, les règles n'avaient pas été pensées et ils avaient arrêté parce que le jeu était moins important sur la course féminine. J'ai un dernier truc à dire. Là, on est en train de dévier, mais je fais vraiment court. Mais à un moment, j'avais regardé... parce que le fait que les compétitions sportives soient pas mixtes, ça pose genre plein de questions. Et j'ai regardé les rares disciplines olympiques qui sont mixtes. Il y en a pas beaucoup, et c'est que des femmes qui gagnent. Enfin, c'est assez intéressant de voir que quand on ouvre et donc non, c'est les trucs de voile et c'est le canasson. Et les trucs de chevaux, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas pensé, quand ils ont instauré les compétitions, à dire que les femmes ne pouvaient pas en faire, parce que c'était que des militaires, en fait. Donc, de toute façon, il n'y avait pas de femmes, donc ils se sont dit, on ne va pas empêcher. Voilà. Et donc, du coup, là, voilà. Donc, ça, c'est aussi une question sur voilà. Pourquoi est-ce que tu te bats, enfin, dans cette imaginaire qui est quand même un imaginaire assez rance d'être le ou la meilleure dans toute la discipline, mais que si tu peux être la meilleure tout court, hommes et femmes confondus, bah, c'est quand même un peu plus motivant que d'être la meilleure femme, en fait. Bref. Non, mais merci beaucoup. Moi, c'est comme ça que je conçois les tables rondes. Vous rebondissez les uns avec les autres. Et je trouve que ce qui était très intéressant, c'est que on n'a pas parlé exactement en fait, ni des jeux coopératifs, ni de la coopération dans les jeux adversatifs. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais ce dont vous avez parlé, je trouvais que c'était très intéressant. C'était en fait la coopération que suppose le fait de participer à un jeu, quelle que soit sa nature, en fait. Et est-ce que, avec ces histoires du consentement et du consentement initial, est-ce qu'on connaît les règles, est-ce qu'on y adhère? Alors du coup, comme vous êtes tous les 4 auteurs, autrices de littérature d'imaginaire et en particulier de science-fiction, ce serait peut-être bien que, comme il est déjà 11h40, qu'on parle aussi un peu de littérature et de fiction, disons, en général, parce que c'était aussi la difficulté de cette thématique de table ronde. Donc je voulais savoir si vous aviez en tête, alors soit des œuvres dans vos œuvres, soit dans des œuvres que vous aimez, que ce soit de la littérature ou du cinéma. Alors, dans la discussion, moi, j'ai plein d'exemples qui me sont venus du cinéma, voilà, qui illustreraient l'idée de coopération dans le jeu. Voilà. Alors, si c'est trop précis, ça peut être le jeu en général ou les sujets qu'on a abordés. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un se sent sinon, je peux lancer les... Non. Alors, Audrey. Oui, alors, c'est pas des exemples de coopération, mais moi, les jeux, les jeux qui m'ont le plus marqué en science-fiction, c'est très facile. Je vais faire une référence, tout le monde va dire, mais bien sûr, on y a tous pensé. C'est le rollerball dans Gun, le manga que vous avez évidemment tous lu. Voilà. Donc voilà, truc assez classique. C'est un rollerball au final. C'est un jeu imaginaire, mais qu'on a déjà vu dans plusieurs films et différents médiums. Donc ouais, c'est moins original qu'on pense finalement, parce que c'est assez commun. Bon, c'est hyper violent évidemment. Et aussi pour tout ce qui était des premières lectures de manga toujours, et également dans Gun, mais également dans Dragon Ball. Est-ce que Dragon Ball est la SF? Je pense que oui, ils viennent d'une autre planète, on va dire ça. C'était toute la question, et c'est beaucoup dans les mangas et les animés japonais, c'est la question des tournois.
il y a toujours des tournois en fait qui sont hyper structurés. Alors dans Dragon Ball, ça commence des tournois, puis après rapidement il y a le gros méchant, il arrive et on n'entend plus parler du tournoi bizarrement. Puis quelques tomes plus loin, ils disent au fait, faut retourner au tournoi, alors qu'ils ont fait quasiment une guerre d'invasion entre temps, mais c'est pas grave. Il y a également dans Gun, et c'est les tournois qui permettent de confronter le héros qui se dépasse, qui essaie de nouvelles techniques. Souvent, c'est ce qui trigger un peu le call for action du héros. Il va voir que ses copains combattent avant lui, et évidemment se font laminer avant lui, donc ça lui donne envie de combattre encore plus. Voilà, c'était ces exemples-là, tout ce qui est les Chevaliers du Zodiaque, c'est des trucs... Enfin, les Chevaliers du Zodiaque, c'est pas... Ouais, il y a des tournois aussi quand même, mais c'était des choses très cadrées, en fait, voilà, d'avancement, de tournois, souvent de combats un contre un, et tous les copains qui regardent autour. Alors, même si ça reste des équipes, il y avait quelque chose de très individuel. C'était ces exemples-là c'était tellement en volume que ça marquait un peu. C'est intéressant parce qu'en fait, tu cites surtout des exemples de fiction japonaise, en fait. Oui, donc je savais pas que tu étais une aficionados. Si, mais en fait, je pense que... alors, il y en a également après dans Naruto, il y a des histoires de tournois, de passage de grade dans les premiers tomes. Mais je crois que là, il y a quelque chose de culturel également. Et notamment, voilà, le fait notamment que quand ils attaquent, souvent ils annoncent leur attaque, moins dans Dragon Ball, mais plus dans un truc comme Naruto. C'est aussi, je crois, des origines du sumo, ou effectivement, et après aussi du catch, où tu annonces tes attaques avant de les faire pour préparer l'autre. Donc voilà, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de culturel, c'était je crois il me semble qu'il y a une table ronde sur précisément les jeux dans la fiction japonaise. C'est vrai que j'ai jamais creusé la question, mais c'est vrai que je me suis évidemment fait la réflexion, mais comment se fait-il qu'une bonne partie des œuvres de fiction japonaises, des mangas qui arrivent jusqu'à nous, le jeu est structurant au niveau de l'histoire fondamentale. On peut considérer que ça peut être une facilité scénaristique peut-être, ou est-ce que ça reflète quelque chose de plus profond ? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un dans le public pourra nous dire, ou parmi vous. Ensuite, les Pokémon et Yu-Gi-Oh, c'est toujours du tournoi. Mais c'est pas coopératif a priori. C'est essentiellement, le format de base, un adversaire, éventuellement des équipes, les uns contre les autres. Et la dimension de coopération n'est pas mise en avant, même si elle joue un rôle important. Pas d'accord, Sabrina ? Ouais, voilà. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que c'est très compliqué comme truc sans. Enfin, on peut pas vraiment. Tu veux continuer, s'il te plaît ? J'ai très envie de savoir ce que tu veux. Bah en fait, je sais même pas si je peux le dire parce que ça va me prendre un peu de temps pour déplayer ma pensée. On n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens, j'ai pas envie de monopoliser, mais en gros, c'est pas parce qu'un jeu est conflictuel que la pratique du jeu l'est. Okay, c'est pas parce qu'un jeu est solo ou non compétitif que sa pratique doit l'être aussi. En gros, voilà, moi j'ai joué à Myst avec mon meilleur ami. Myst, c'est le jeu le plus boring de la Terre. On fait ça toute seule et on a joué à deux et on l'a fait à deux et ça a été un jeu multijoueur pour nous. Moi, j'ai connu des jeux de fight où j'étais vachement plus impliqué auprès de mes amis que dans le jeu lui-même, en termes de soutien, en termes de conseils, en termes de développement personnel, en termes d'intérêt pour l'univers aussi, pour le look des personnages. Parce que moi, je suis une fashion bitch, donc du coup, je m'intéresse à la manière dont les gens sont habillés dans les jeux, et ça n'a aucun rapport avec le jeu lui-même. Bon, ça, c'est vrai. Et donc ça, c'est une chose. Ça veut dire que la pratique du jeu n'est pas forcément liée à la nature structurelle du jeu. Ok ? Bon, ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si les médias... C'est les médias ou les médiums ? Les médias. On s'en fout, j'ai jamais compris. On a le droit maintenant, mais... Les médias ? Les médias, on peut dire médias. Ouais. Se servent des jeux comme de tournois, c'est parce qu'ils ont besoin, comme tu l'as très bien dit, d'un enjeu narratif. Mais c'est le gros problème, c'est que c'est pour ça que les jeux, c'est les parents pauvres du cinéma et du machin, c'est du skeuomorphisme, quoi. C'est-à-dire que c'est, en gros, les jeux, c'est pas très sérieux, c'est pas narratif, ça peut pas nous emmener dans des expériences incroyables, ça peut pas nous amener à des révélations incroyables comme une belle histoire ou comme un gros machin, etc. Et donc on va se servir de leur unique potentiel narratif, qui est le potentiel narratif du cinéma degré zéro, c'est-à-dire le méchant et nous,
le conflit. Un bon méchant fait un bon film, disait Disney. Ben voilà, il y a toujours un conflit, même si c'est un conflit d'intérêt, même si c'est un conflit, c'est au cœur de cette matrice narrative. Donc, moi, je n'ai strictement aucun intérêt pour la manière dont les médias extérieurs au jeu dépeignent le jeu. Having said that, il y a quand même des endroits où il y a un travail sur notamment la règle du jeu et le flou de l'abstraction. Un bouquin de Hermann Hesse qui s'appelle Le jeu des perles de verre. Tout le monde a lu. Non mais on va... Voilà. Un film de Robert Altman étonnant qu'on connaît assez peu qui s'appelle Quintet avec Paul Newman. Eh ben ouais. Sur un espèce de jeu avec des règles abstraites complètement incroyable qui régit la vie de gens dans un monde post-apo. Non mais voilà, Robert Altman a fait un film de post-apo quoi. Et peut-être des endroits où la question où par exemple le joueur de Go, le maître de Go, le Kawabata qui est magnifique, et Hikaru no Go en manga. Hikaru no Go a été responsable d'un afflux massif en Occident de jeunes qui voulaient apprendre le Go à cause de ce manga. Et donc là, c'est intéressant. Là, on commence à voir des bascules entre deux univers, on commence à voir des choses avec des enjeux. Voilà. Mais l'intérêt du jeu, il est dans le jeu, il n'est pas dans la manière dont on parle du jeu ou dont on montre le jeu dans d'autres médias pour le contenir. Et c'est ça le problème en fait. C'est-à-dire qu'on refuse au jeu beaucoup cette part, alors pas d'art parce que j'aime pas utiliser ce mot, mais cette part-là de potentiel d'imaginaire créatif, d'imagination créative, donc transformatrice de monde et d'intimité, en lui disant c'est pas sérieux parce que c'est pas un endroit symbolique lié au mythe, lié à la structure du mythe, lié à la structure de l'équilibre de la société, lié à la tradition, lié à la corruption. Parce que, in fine, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire qui légifère la réalité. Voilà. Moi, je ne vais pas parler de la réalité. mais ça va être viteuf, en fait, en réfléchissant à comment est-ce que le jeu structure narrativement une partie de la fiction en bande dessinée japonaise, je pensais à un exemple occidental qui est très différent sur le rapport au jeu, qui est le roman à mystère, c'est genre Agatha Christie, ce pan-là de la littérature, où on est dans une forme de narration, mais on est aussi dans une forme de jeu, puisque l'idée c'est de filer toutes les billes à la personne qui lit pour pouvoir, au moment où on a la révélation de qui tu es, eh ben, on avait tous les éléments, mais on n'a pas trouvé. Et en fait, c'est un jeu extrêmement pervers parce que pour que ça fonctionne, il faut effectivement que la personne qui lise n'y arrive pas. En fait, il faut avoir tous les éléments, mais pour être satisfait, il faut ne pas avoir réussi à comprendre. Donc c'est extrêmement compliqué, mais ça a une forme ludique. Et ce que je trouve intéressant pour rebondir sur ce que tu dis, Sabrina, c'est que c'est ce mode littéraire-là qui est un mode assez ponctuel, en fait. C'est un truc que les gens font plus parce que c'est hardcore compliqué à écrire, en fait. Ça a inspiré des jeux en fait, c'est-à-dire que les gens après c'est ça a donné le Cluedo, et puis ça a donné aussi les murder parties en fait, d'organiser des soirées dans lesquelles on est soi-même en train d'enquêter, soi-même, et du coup ça fait un rebond sur ce que tu disais aussi sur, moi je pense que les formes narratives dans l'autre sens, c'est-à-dire que les formes narratives qui s'intéressent au jeu sont souvent, les représentations du jeu sont pas très informatives sur ce qu'est le jeu lui-même. Par contre il y a quand même toute la pop culture du XXe siècle est basée sur le fait de jouer avec les narrations, en fait. Et c'est un truc qu'a très bien compris George Lucas avec tous les produits dérivés Star Wars, c'est-à-dire permettre aux gens de jouer avec l'histoire qui est proposée, que ce soit jouer à se battre au sabre laser dans sa chambre, ou que ce soit faire des jeux de rôle ou des jeux de plateau. Et donc il y a un potentiel aussi de... comment dire, c'est octroyer la liberté des gens de jouer avec l'œuvre qui a été qui est tout à fait corrélée avec une entreprise capitaliste de valoriser l'œuvre en fait et d'en faire un voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire par là. Merci. Oui, c'était juste pour répondre à la question. Effectivement, avec Star Wars, moi, quand j'ai lu l'objectif de la table ronde, j'ai toujours tout de suite pensé aux alliances, quoi. Donc, on trouve plein de fois en science-fiction, quoi. Alors, c'est les plus faibles, en fait. Quelques sociétés plus faibles, qui peuvent être parfois très, très différentes, vont s'allier, mais juste dans le but de se défendre, quoi. C'est un but très ponctuel, quoi. Bon, voilà, c'est tout. Donc, c'est très, très utilisé.
C'est de la coopération, mais est-ce qu'il y a une dimension de jeu dans l'exemple que tu suggères ? Vu que c'est des films, donc oui, il y a un jeu parce que c'est des bagarres, quoi. Après, justement, on va regarder sur les réseaux les alliances, pourquoi cette alliance elle marche plus. Oui, il y a certes, mais il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Mais bon, c'est un jeu plus de bagarres, quoi. Non, Audrey, Sabrina, tu voulais réintervenir ? Non, je demandais, je posais une question personnelle. Rien à voir avec la... D'accord. Non, mais pour rebondir, je trouvais intéressant ce que tu disais, Sabrina. Effectivement, moi, j'ai mes amis qui se réunissent régulièrement pour faire ce qu'ils... Alors, c'est des mathématiciens, mais ils se réunissent régulièrement pour faire ce qu'ils appellent des séminaires Zelda. Et c'est vrai qu'en général, alors, de temps en temps, ils jouent seuls à Zelda, mais très souvent, en fait, effectivement, on transforme ce jeu qui n'est pas a priori un jeu coopératif en un jeu coopératif où voilà, on incarne tous ensemble le même personnage, on s'échange la manette, enfin voilà, on se donne des conseils. Enfin, c'est vrai effectivement qu'il y a ce qui est dans l'esprit du jeu et ensuite la façon dont on se l'approprie. Ouais. Alors, un truc que je n'avais pas fini de dire tout à l'heure, parce que je me suis interrompu pour laisser la parole aux autres, mais je suis sympa quand même. Hein. Je déteste. Mais vous me faites faire des conférences le matin aussi, quoi. Enfin, voilà, quoi. Non, un truc qui est important aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire un jeu coopératif ? Alors, si on prend des exemples très à la mode de jeux. Alors, en gros, on a des jeux contre l'environnement et des jeux contre les autres joueurs. En gros, en jeu vidéo, on appelle ça les PvE et les PvP, quoi. Player versus environment and player versus players. Okay, bon. On pourrait rentrer dans un débat plus loin, il y a d'autres choses, mais on va essayer de s'intéresser à l'idée du player versus environment, donc les joueurs contre et les joueuses contre l'environnement. Qu'est-ce que c'est que l'environnement dans un jeu ? C'est un système. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu parles de Cluedo, on parle d'Agatha Christie. Agatha Christie, elle a peut-être un système interne en tant qu'autrice. Okay, ces romans, ce n'est pas forcément des systèmes. C'est des systèmes parce qu'ils sont régis par une mécanique chronologique, psychologique, mais c'est de l'écriture. On est dans de l'écriture de personnages, on est dans de l'écriture d'enjeux intimes, d'enjeux relationnels, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment un système. Quand le Cluedo arrive et que les Cluedo ont fait un système, en disant, OK, alors on a 7 suspects, on a 8 locations, on a 12 objets, et c'est un mélange de ces trucs qu'on va sélectionner au hasard au début et qu'on va, par un gameplay, c'est-à-dire un système de mise en relation avec les informations du jeu, qu'on va comprendre. Donc il y a une mise en système. Okay, donc ce système-là, c'est ça l'environnement du jeu. Quand il y a eu un film de Cluedo, absolument génial d'ailleurs, qui est une illustration du système, avec une fin alternative. Je ne sais pas si des gens l'ont vu parmi vous, c'est avec Tim Curry, absolument incroyable ce film. À la fin, il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs possibilités. Ils se donnent le droit d'avoir plusieurs fins, un peu comme dans un jeu. Mais parce qu'ils sont bien conscients que c'est un système et qu'il faut aussi représenter le système. Donc, quand on est en mode coopératif dans un jeu, on est dans un système contre un système. All right ? Donc, rien que ça, déjà, se poser cette question-là, de se dire que la coopération, c'est, comme disait Blake, de créer un système avant d'être l'esclave d'un autre système. Mais on sera toujours en train de se frotter à un autre système. Même si on est en coopération ensemble, on est contre quelque chose. Alors, il peut y avoir des jeux coopératifs purs, un truc genre Dixit. T'as joué ça avec tes mômes ? Non, ok. Dixit, c'est un jeu débile. Enfin, c'est un jeu où tu sors des images en fait et tu construis un imaginaire poétique autour de ces images pour lui faire dire des choses, etc. Mais c'est très beau. Il y a des gens qui disent alors, est-ce que c'est vraiment un jeu ? Est-ce que c'est vraiment un jeu ou pas ? À quel moment c'en est un, c'en est pas ? Mais il y a quand même un système. Le système de symboles, le système de relations symboliques, qui est notre réalité, hein, c'est aussi ça. Donc, moi, je voulais juste dire ça, c'est que c'est pas non plus de la coopération ou de l'adversité, c'est d'abord, avant tout, la compréhension de ce que ça veut dire de créer un système avec des autres, des alliances, de comprendre le système des autres ou le système du monde, que ce soit le système symbolique de création, d'entendement commun de la réalité,
ou que ce soit des systèmes politiques en place, des systèmes sociaux en place, et de savoir si notre système il va se confronter directement à l'autre en se frottant à lui. En Go, on dit, quand on construit un mur, en face, il y a un autre mur qui se construit. Ou est-ce que notre système, il est à l'intérieur de l'autre système et il remplace les règles de l'autre système au fur et à mesure? Vous voyez, c'est pas blanc ou noir. On n'est pas dedans, dehors, on n'est pas à côté. Tout est mêlé. On est tout le temps dans cette mécanique-là, en fait. Il faut comprendre ces choses-là, parce que sinon, on reste dans le discours traditionnel de la politique conflictuelle, en fait, et on ne peut pas sortir de la relation de pouvoir, on ne peut pas sortir de la relation de la question de la compétition, qui est complètement obsolète aujourd'hui, quoi, politiquement. La triche. Mais on n'a pas parlé de la triche encore. Moi, si je peux rebondir justement sur le côté, c'est pas tout blanc ou noir, c'est aussi quand on parle de coopération, juste dit comme ça peut donner l'impression que coopération c'est la version gentille, bienveillante et tout le monde est heureux et tout le monde est content et tout le monde s'y retrouve. Mais on parlait d'alliance tout à l'heure, mais on peut avoir des systèmes de coopération ou d'alliance. Ça veut pas dire qu'à la fin, si l'alliance ou les personnes qui coopèrent gagnent contre l'environnement ou l'ennemi commun, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous gagner de la même manière. On peut avoir même des personnes qui vont faire alliance pendant un temps pour avancer dans un jeu, et à la fin, l'alliance se délite quand il faut bien qu'il y ait un seul gagnant. Exemple hyper facile, vraiment c'est la référence trop facile à donner, c'est Hunger Games, où il y a des systèmes d'alliance dans le jeu. À la fin, le système dit qu'il n'y a bien qu'un vainqueur, donc ils sont alliés pendant un certain temps, ils coopèrent pendant un certain temps du jeu, et puis à la fin, ils redeviennent ennemis. Et c'est bien ça où je vais spoiler personne, qu'effectivement, à la fin du premier tome, elle essaye justement de ne pas appliquer cette règle pour pouvoir se sauver, elle et la personne avec qui elle a fait alliance. Mais ça s'est vu partout. Même si on peut dire que la Seconde Guerre mondiale, les Alliés en sont sortis vainqueurs, à la fin, ils ne sont pas sortis tous vainqueurs pareil. Le plan Marshall n'était pas égalitaire. Enfin, il y a eu plein de choses. Si à la fin, il y a quelque chose à gagner qui est de l'ordre du fini, un butin, pour dire très grossièrement, mais que ça peut être en termes de pouvoir, en termes d'influence, en termes d'argent, etc. Ça ne veut pas parce qu'il y a eu coopération qu'il y a division égale et que tout le monde s'y retrouve, etc. Après, des personnes, des joueurs, là je suis dans un jeu politique, militaire, mais des joueurs qui seraient plus modestes ou en situation d'infériorité à s'allier à des grandes puissances, ils trouveraient leur compte au final, même dans une division inégalitaire, parce que ça leur aurait quand même apporté quelque chose, une protection, de l'argent, des ressources, etc. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est pas totalement... c'est pas aussi simple de dire que sur la coopération, tout le monde serait gagnant et de la même manière, et ce serait égalitaire et tout le monde serait heureux. Et c'est pas aussi parce que dans un système compétitif, il peut également y avoir des gagnants parmi les perdants et des perdants parmi les gagnants. Et c'est un peu... voilà. Donc ça à remettre dans la complexité aussi. La coopération, c'est pas... Oui, tu vas dans le même sens, en fait, de ce que disait Sabrina sur le fait qu'il ne faut pas être trop... Oui, c'est un peu... Ouais, voilà, complexe. Alors. Juste, je termine, parce que j'avais une quatrième chose à dire. La plupart des systèmes, la plupart des systèmes de jeux, de création de jeux, de game design reposent sur la stimulation de la dopamine. All right? Qu'est-ce que ça voudrait dire de designer des systèmes qui travaillent sur le boost d'oxytocine? Nous, on travaille là-dessus activement depuis 5 ans avec une compagnie au Canada, que des meufs d'ailleurs, sur qu'est-ce que c'est qu'un design qui produit de l'oxytocine, qui utilise l'oxytocine. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a eu des millions de joueuses. Enfin, c'était un truc de dingue. C'était un jeu qui a énormément de succès, ça s'appelle Self-Care. Vous pouvez toujours le télécharger si vous voulez, c'est gratuit. C'est un jeu où globalement on ne sort pas de son lit et on a tout autour du lit. C'est super cool et c'est très chouette. Mais on a quand même des mecs qui nous ont envoyé des pages entières de design pour nous dire mais c'est pas comme ça qu'on fait un jeu. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de reward. Il n'y a pas de reward. C'est quoi ma reward? Pourquoi je suis pas meilleur? Pourquoi je suis pas meilleur? Et là, la question qu'on se pose, c'est ça. C'est dans quelle mesure aussi ça arrange bien en fait les gens qui gagnent ou qui perdent de dire que finalement on peut bien s'accommoder de petites choses politiques en attendant, mais au final, on finira toujours par éclater la gueule de celui qui est à côté, quoi, que ce soit mon allié ou pas, parce qu'il y a quelque chose à gagner.
Et tant qu'on ne sort pas de ça, c'est-à-dire ce principe de reward qui aujourd'hui est au cœur même de nos algorithmes, au cœur même de vos téléphones, au cœur même de notre vie, de la vie elle-même et de la manière dont la vie nous structure et nous demande de réussir. Ah, moi j'ai un pote un jour, son père il lui a dit « Mais putain, mais comment tu fais pour ne pas contribuer autant que moi au PIB quoi ?» Mais vous vous rendez compte de l'absurdité de la phrase, quoi. Je veux dire, on en est là. Mais je pense qu'on en est là. Et on en est de plus en plus là. Et quand aujourd'hui, les politiciens parlent en disant que tout doit se rendre à cette évidence-là, que ce soit la spiritualité, le bien-être des gens, la dignité humaine, la décence humaine, que tout doit se ranger à l'idée de reward. Ça veut dire que pour le coup, la vie est en train de devenir un jeu, en fait. Voilà. Ouais, je voulais rajouter quelque chose pour ces jeux, enfin collaboratifs, je ne sais pas les termes que tu as pour les qualifier, mais ça veut dire qu'il faut s'intéresser à ses adversaires, entre guillemets, qui n'en sont pas. Parce que c'est sûr, si c'est un jeu de catch, on n'a pas besoin de savoir. Donc il faut s'intéresser aux adversaires, il faut les comprendre, donc il faut de l'empathie. Et c'est là, est-ce qu'il faut qu'ils soient suffisamment proches de nous ou pas ? Alors, dans ton roman, Audrey, tu as des gens complètement différents dans cette plateforme qui sont peut-être trop différents. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais donc là aussi, on est dans un aspect politique. Est-ce que la différence, une trop grande différence, ne peut pas faire voler en éclats justement ces principes collaboratifs ? Est-ce qu'il faut que les gens soient très proches ou pas ? J'ai pas la réponse. Alors peut-être, merci, en rebond de vos différentes interventions. Je voulais vous poser, disons, une dernière question avant de passer la parole, éventuellement au public. Est-ce que, le jeu, en fait, dans le système économique dominant contemporain, il est matriciel, en fait. C'est-à-dire que l'économie libérale est fondée sur une certaine conception de l'individu qui est compris dans un certain système de jeu. Parfois même, on parle il y a de la théorie des jeux et puis il y a l'idée que ce sont des joueurs qui sont des êtres stylisés, qui ne sont pas des vraies personnes. Et qui ont certaines caractéristiques comme dans un jeu. Et du coup, je me demandais si on admet, ce qui est peut-être discuté, que la plupart des jeux dont nous avons hérité, on pourrait peut-être même dire, les sociétés patriarcales ont transmis, sont des jeux majoritairement de type adversatif. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer l'esprit des jeux, ce que apparemment Sabrina vous essayez de faire, le type de jeu pour essayer de développer dans les structures plus ou moins inconscientes de mode de fonctionnement des gens? Est-ce que ça pourrait aider à aller vers une société plus désirable, de même qu'on essaye d'éviter de raconter des contes de fées trop simplistes aux petites filles? De même, est-ce qu'il faudrait essayer de développer davantage de jeux, d'un type de jeu qui permettrait de mettre en place les bases d'une société plus coopérative, et voilà. Je crois que c'est l'inverse. Oh, wow, ça n'a aucun sens. Non, je pense que c'est les systèmes de domination qui sont partout, en fait, et que le capitalisme, le patriarcat, les grandes structures sociales qui régentent notre vie culturelle actuelle vont, y compris dans les jeux, et le capitalisme a bien compris l'usage qu'il pouvait tirer de la ludification d'un certain nombre de trucs, de l'exploitation de la valeur, de l'organisation du travail, etc. Mais après, le jeu en lui-même, il est... je sais pas comment dire, c'est un ensemble culturel donc, qui est exactement poreux au cadre sociopolitique dans lequel il se développe, quoi. Donc oui, c'est un endroit où on peut agir, c'est-à-dire inventer d'autres jeux, mais il faut inventer d'autres tout, quoi. Je sais pas comment dire, c'est un des endroits. Voilà. Après, le jeu, il y a un truc que j'aime bien dans le jeu, et c'est un espèce de jeu de mots lacanien, donc ça c'est parfait, mais qu'un des sens de jeu,
c'est genre dans une machine, c'est un défaut dans la machine, c'est-à-dire c'est le moment où les engrenages, ils sont pas exactement encastrés les uns dans les autres et ils bougent, quoi. Et c'est aussi un degré, le jeu, c'est aussi un degré de latitude, c'est un degré de liberté dans un cadre. Et donc là, on revient sur la triche, en fait, c'est-à-dire que c'est intégrer le fait que l'engrenage il est posé et que si tu vois l'engrenage, donc déjà c'est aussi les contraintes, c'est-à-dire que si tu vois les contraintes, tu as déjà une capacité d'action, tu as un potentiel d'agentivité qui est plus grand plutôt que de considérer qu'il n'y a pas d'engrenage et que tu n'es pas pris dans des rapports de force. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, après, la triche, c'est quand même encore toujours du jeu, en fait. Arrêter le jeu, c'est casser la machine ou c'est décider de changer... ou c'est décider de sortir du cercle magique, mais tricher, c'est quand même toujours considérer les règles et voir quelle... Donc je pense qu'il y a un truc de... Enfin, je sais pas comment dire, le jeu peut être tout, en fait. Ça peut être Hunger Games, mais Hunger Games, c'est même plus un jeu, c'est une métaphore du capitalisme. En fait, c'est une métaphore extrêmement transparente et un peu... Donc oui, il faut faire d'autres types de jeux, mais il faut faire d'autres tout. Pour rebondir, oui, le jeu va être le reflet de ce qui est déjà plus large dans la société. Moi, je reviens sur mes chers enfants qui, même sur des jeux collaboratifs donc, que j'ai découvert avec eux, quand je leur propose, ils cherchent à remettre une règle de compétition et donc à dire, moi je joue le corbeau dans le petit verger alors que c'est censé être un ennemi commun, mais ils préfèrent le jouer parce qu'à un moment, lui est en opposition avec les autres joueurs. Et moi, j'étais hyper étonnée quand sur tout, il cherche à gagner, à être le premier, à être le plus fort, etc. Mais c'est parce qu'en fait, dans sa socialisation globale hors de la maison, tout est déjà dans la compétition et le jeu n'est qu'un reflet de ça. C'est à qui a le plus de cartes Pokémon, à qui court le plus vite dans la cour de récré. Donc c'est déjà sur le qui a le plus, qui est le plus. Et ça se reflète après dans les jeux quand on les fait, où il va twister la règle pour retourner sur cette histoire-là. Parce que gagner, ça amène aussi l'ocytocine et tout ça. Et je voulais juste... je rebondis en décalé en décalé sur ce que disait Michel également, parce que moi j'avais une question de l'utilisation, une exemple de l'utilisation du jeu dans un film de SF qui m'avait énormément intriguée, même si c'est vraiment 15 secondes dans le film. C'est dans The Arrival. Donc Premier Contact, je crois en français, qui est tiré de la nouvelle L'Histoire de ta vie de Ted Chiang, pour pas mourir. Et donc en fait donc là, la question, c'est comme on disait, comment on échange et on comprend une autre forme d'intelligence, donc en l'occurrence les heptapodes qui débarquent sur Terre. La linguiste essaye de les comprendre dans leur structure de langage qui ouvre la porte à également leur structure sociale et donc potentiellement politique et pourquoi ils sont venus sur Terre. Et à un moment, ils découvrent que les Chinois, parce que chaque grande nation, il y a un vaisseau d'heptapodes qui a atterri, et ils discutent avec eux. Et ils découvrent qu'elle entend des bribes de conversation, et découvre que les Chinois échangent avec les heptapodes en jouant au mahjong. Et c'est à ce moment-là où elle entend donc... parce qu'ils arrivent à avoir une petite bribe de conversation, et elle entend Suits, Flowers and Honors, et elle dit mais ce sont les noms de pièces de mahjong. Et elle dit mais s'ils jouent au mahjong avec eux, ils sont en train d'être tout de suite dans une question de confrontation avec des stratégies, avec des feintes, avec des triches, le mahjong c'est plus compliqué, avec un gagnant, un perdant. Et elle dit, et ils sont en train de structurer la relation avec ces aliens sur une question d'opposition, de gagnant-perdant. Et ils disent, c'est une expression américaine, ils disent, si tout ce que je mets dans ta main est un marteau, alors tout autour de toi devient des clous. Et voilà, et ça dure 15 secondes dans le film. Et je dis, c'est génial ce passage, est-ce qu'on peut y revenir? Voilà. Donc c'était l'utilisation d'un jeu d'opposition pour effectivement structurer toute une relation sociale avec une nouvelle forme d'intelligence. Alors, il y a aussi une dernière potentialité qui est, si on revient à l'Antiquité, que pourraient nous dire les Babyloniennes et les Égyptiennes sur le jeu de Sénète ou le jeu de Our, qui sont des proto-jeux de loi, donc livrés au hasard. Mais on n'a pas les règles vraiment, on ne sait pas trop ce que c'était, mais en tout cas, quand on compare les plateaux de jeu du Sénète à la littérature, on va dire ésotérique égyptienne, on se rend compte qu'en fait, le jeu évoque le voyage de l'âme
vers les Champs-Élysées, avec les grandes étapes du jugement du cœur. Voilà. Donc, la potentialité d'avoir une représentation figurative, matérielle du développement de la conscience, avec tout ce que ça veut dire en termes de responsabilité de la conscience et d'apprendre notre relation aux personnes qui jouent avec nous à ce moment-là, qui sont livrées à la même règle, qui n'est pas une règle d'habilité, mais qui est une règle de hasard, que tout le monde a plus ou moins réagi avec ce hasard, que tout le monde a plus ou moins des superstitions pour le guider, a plus ou moins des manières de l'accepter, plus ou moins... Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas aussi une potentialité pour le jeu de sortir de son cadre pour arriver à être un des derniers endroits dans notre société matérialiste où on peut formuler un travail sur l'invisible, sans avoir recours à des dogmes, sans avoir recours à des choses comme ça. Alors moi, ça me semble intéressant. On a, au cours de l'histoire de l'ésotérisme, vu un certain nombre de systèmes magiques et un certain nombre de systèmes de croyances et de systèmes théogoniques, cosmogoniques, qui utilisent des tropes du jeu. Alors, est-ce que c'est les jeux derrière qui viennent les récupérer ? Mais en fait, il y a de très fortes chances que la question qu'on puisse se poser sur ce sujet, c'est est-ce que les jeux d'aujourd'hui sont des rituels d'évoluer ? Ou est-ce que nous sommes à un point où potentiellement nous pouvons faire révoluer un rituel, depuis le jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir dans l'organisation de collectifs dans les jeux vidéo, et notamment dans les endroits, dans les mondes virtuels, où il n'y a pas du tout de système d'assignation de variables, de points, donc de mesures, mais où on est dans un rapport social à l'autre, où on est dans un rapport de représentation à l'autre, et où on est dans un rapport de questionnement vis-à-vis de ce qu'on incarne en termes de présence dans un monde virtuel, ce qu'on est capable d'amener depuis le monde réel dans le monde virtuel, et ce qu'on est capable de récupérer depuis le monde virtuel dans le réel. En prenant conscience de ces principes-là, et de ces circulations d'informations-là, on peut peut-être essayer d'envisager que une des portes de sortie de ce supermarché Champs-Issus dans lequel on est, c'est une reliquification du game design, en fait, pour l'amener à un endroit d'exploration de l'invisible dont tout le monde pourrait se saisir et sur lequel nous serons toutes et tous égales. Voilà. Ok, merci. Je voulais juste répondre à la question, là, quand tu parlais, est-ce que le jeu... En fait, c'était ça, est-ce que le jeu transforme la société ou est-ce que c'est la société qui peut être transformée par le jeu ? Je pense qu'effectivement, alors, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, le jeu a été très, très utilisé. Alors, le jeu et le sport a été très, très utilisé par les politiques et les dominants à leur propre compte. Et donc, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, enfin, sur ton expérience, là, que tu parlais à Montréal, avec ces jeux où on étudie un peu les réponses du cerveau et on fait apparaître d'autres choses que simplement le plaisir de gagner. Donc le jeu, c'est une utopie qui peut être très puissante et il ne faut pas l'abandonner justement aux puissants et aux dominants, et il faut absolument, pas forcément conquérir, mais continuer de chercher d'autres façons de collaborer et d'envisager le monde, quoi. Parce que effectivement, par le jeu, on peut chercher le jeu ou la littérature ou la fiction, on peut chercher d'autres façons de s'infiltrer. Alors bon, la triche, je sais pas trop, mais au moins d'être dans les marges, quoi. Il faut jamais abandonner la partie, quoi, et toujours rester dans les marges. Merci beaucoup. Donc là, il est 12h15 passé. Voilà. Donc si vous avez des questions, des remarques à faire, voilà, c'est à vous, et dans ces cas-là, il faut, paraît-il, s'approcher pour parler dans le micro puisque c'est enregistré. Je vous en prie. Bah ouais, c'est vrai que c'est ça, voilà, c'est sûr. Moi, j'ai juste sur la question du Japon. En fait, le jeu, il est utilisé notamment les shonen, donc les mangas à destination des jeunes garçons, pour éduquer ou dresser à la compétition future. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve partout. Et sinon, j'aimerais bien avoir
votre avis sur 2 choses, qui sont les serious games et les jeux bac à sable de type Minecraft. Parce que justement, on parlait des jeux sans règles, ou voilà. Et c'était vachement bien. C'est moi, bébé? Serious game et bac à sable. Waouh. Bac à sable. Je choisis bac à sable. Serious game ou bac à sable? Bac à sable. Non, mais c'est intéressant. Ça rebondit sur un truc, sur une piste qu'avait ouvert Sabrina tantôt et qui n'a pas été suivie, qui était sur le game design émergent. C'est-à-dire que ce que propose Minecraft dans un des modes de jeu de Minecraft, parce qu'on peut, ça fait partie de la liberté de ce jeu d'être dans un jeu compétitif en réalité, ou en tout cas d'être en lutte contre l'environnement. Mais effectivement, il y a la possibilité d'en faire un grand jeu de construction, et puis il y a la possibilité d'en faire juste un jeu d'exploration neutre. Le mode paisible, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai toujours joué en mode paisible. J'adore le mode paisible. Bah, évidemment, quoi. Ça va bien 10 secondes, les zombies. Et ce que propose Minecraft à ce moment-là, c'est effectivement à très grande échelle, parce que c'est un jeu qui est immensément populaire, de renouer avec ce truc-là dans le jeu vidéo, mais qui en même temps rejoint les trucs que disait Sabrina sur le fait que tu peux absolument jouer à Street Fighter en mode coopératif, que tu peux. Moi, j'ai passé plein de temps à faire du vélo dans comment est-ce qu'il s'appelle ce jeu, dans GTA. Voilà, donc j'étais devenu extrêmement fort au vélo. Je faisais du vélo à contresens sur l'autoroute, et c'était vraiment le truc que je voulais faire dans GTA. Donc en fait, on peut utiliser les jeux pour créer ses propres jeux à l'intérieur, et le truc de Minecraft, c'est de dire c'est tout ok. Ce que je trouve intéressant, moi je pense que mon jeu favori, mais peut-être que c'est aussi lié à ce que je disais au tout début sur l'implication émotionnelle en fait dans le jeu, mais je crois que moi mes jeux favoris, c'est de jouer avec des petits enfants, genre de 3 à 5 ans, et de jouer à des jeux qui sont des jeux en fait. C'est-à-dire que et c'est pas le Calvin Ball, parce qu'on n'est pas en train d'essayer de placer des enjeux de réussite, mais c'est vraiment genre on prend les objets, puis on raconte vaguement une histoire, et puis éventuellement on construit un truc, et puis ensuite c'est cool de démolir parce que démolir c'est marrant, et puis ensuite en fait c'est un espèce de truc d'utiliser le jeu comme un endroit de rencontre et de communication, et voilà, c'était vraiment pas très intéressant. Serious game. Ouais, toi, serious. Attends, j'ai un micro. Sur le serious game, pour les quelques serious games que j'ai vus, que je pas contribué, mais on est en train de. Moi, je travaille dans une association, on est en train de faire avec des lycéens un serious game. C'est les lycéens qui le créent eux-mêmes. Les garçons jouent le rôle d'une fille dans l'espace public, et les filles jouent le rôle d'un garçon dans l'espace public. Et donc il y a des cartes un peu de situations, et ils doivent donner des réponses à des situations. Et quand un garçon joue une fille dans l'espace public, il joue une carte sur une situation. Ils disent ce qu'il ferait dans cette situation, les filles valident ou pas, en disant bah non, là c'est pire en fait, tu te mets encore plus en danger, tout c'est un truc. Mais en fait là ça joue sur le serious game, ça va jouer sur le fait quand on joue dans ces jeux de rôle, on se met dans la peau d'eux, et ça joue sur le fait de rejoindre sur une expérience de vie différente, et de ce qu'on en apprend, et de l'empathie qu'on en développe après pour le rôle qu'on a joué. Donc voilà, c'est sur de l'apprentissage un peu réel, parce que ça peut être des serious games. Il y a un très vieux où on joue c'est les lycées américains, ils faisaient ça à une époque. C'était un jeu où on jouait un colon en fait, qui partait de la côte est vers la côte ouest, et tout ce qui lui arrivait, mais c'était pour que les étudiants, enfin les élèves apprennent cette période historique. Mais il y a aussi donc il y a le côté apprentissage, mais il y a aussi le côté empathie, parce que pendant un moment on se met à la place d'eux. Voilà. Il y a des serious games développés par les Nations Unies. Vous pouvez jouer un réfugié dans un camp de réfugiés qui doit aller chercher de l'eau dans un puits à l'extérieur, et tout ce qu'il affronte et tout ça. Donc il y a le côté beaucoup de se mettre à la place d'eux, réaliser le quotidien, partager un peu l'expérience de vie dans une version extrêmement light et bordée dans le temps, et voilà, de ça. Mais ça joue sur ça. C'est pour ça que voilà, moi je l'ai plus vu développer sur des questions de mise à la place de personnes en situation de migration, de précarité ou de violence. Il y en a d'autres, hein. Moi j'ai juste vu cela. Serious Game, c'est le cheval de Troie pour la société des cons, pour empêcher les enfants de s'amuser. Non mais sérieusement, vous avez déjà vu un enfant jouer un jeu? C'est ultra sérieux pour un gamin, un jeu.
Tous les jeux sont sérieux. Tous les jeux demandent de l'empathie. Tous les jeux demandent de se mettre dans un rôle. Tous les jeux demandent de comprendre des enjeux contemporains. Tous les jeux. Tous. Même Trap, même Colamaillard. Tout ça, c'est notre éducation au jeu qui fait qu'on ne voit pas les enjeux. Le contraire de jouer, du jeu, c'est pas le sérieux. Le contraire du jeu, c'est l'ennui. Ok ? Donc, à un moment donné, le serious game est arrivé pour faire croire aux mômes qu'on pouvait leur apprendre des trucs en les faisant jouer. Mais en les faisant jouer de base, on leur apprend des trucs, en fait. On n'a pas besoin de mettre un vernis en plus derrière, de leur dire « Non, mais attends, après, ça va t'apprendre la place des femmes dans la société. » Mais un jeu le fait très bien. Vous avez déjà joué à Destin ? Putain. Ah, mais c'est affreux, c'est horrible. Putain, il n'y a pas meilleur moyen de comprendre la place d'une femme dans un putain de foyer que de jouer à Destin, quoi. Et moi, c'est un des premiers trucs qui m'a sensibilisé. Et il n'y avait pas marqué Serious Game dessus, c'était un jeu très fun. Tu vois ? Tu penses alors que le titre est mal choisi, le Serious Game Mais c'est du bullshit. C'est du bullshit total. C'est pour avoir des financements d'organismes qui refusent de donner des sous à des jeux, qui pensent que ça va être trivial. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux brillants qui m'ont déchiré. Mais il y a des jeux brillants qui m'ont déchiré qui ne sont pas des serious games. That Dragon Cancer, où on se bat contre le cancer de son enfant. Ce n'est pas un serious game, c'est un vrai jeu beau. C'est juste un jeu. Les jeux sont sérieux, de base. Il me semble que peut-être, disons, de ce que je connais des serious games, ce qui me semble peut-être les différencier des autres jeux qui sont en fait tout aussi sérieux, c'est que le but, l'objectif est explicite en fait. Enfin, l'objectif de l'effet est explicite. Non. Ok, je vous raconte un jeu. Je vais vous traumatiser, mais je vais vous le raconter. Ça s'appelle Train, d'une meuf qui s'appelle... ça va me revenir. C'est un jeu qui se joue sur une vitre cassée avec 2 lignes de train, de chemin de fer et des wagons. Dans ces wagons, on a un jeu où on doit placer des pions rouges, des pions bleus, de différentes tailles, de différents poids, et faire avancer le wagon et les pions à l'intérieur du wagon et être le plus optimisé possible et être le plus efficace possible pour le faire arriver à l'autre bout de la vitre brisée. C'est à la fin du jeu que l'on comprend qu'en fait, nous n'avons pas joué à un jeu où on met des trucs dans un train, mais c'était des trains pour Auschwitz. Donc nous avons gagné, nous sommes contents d'avoir gagné parce que nous avons optimisé notre système des briques rouges et des briques bleues, mais c'est à la fin que nous avons compris qu'en fait, ce que nous avons fait, c'était d'envoyer des gens dans les chambres à gaz. Donc le fait de ne pas... Et après, on ne peut plus y jouer. Et ouais, c'est pas serious game. Mais le fait d'avoir un endroit non explicite de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces données abstraites qu'on manipule, c'est ça l'intérêt, l'enjeu. C'est comme si vous disiez... Okay, vous savez, moi j'ai travaillé dans... attends, je parle comme une politicienne maintenant, vous savez. Écoutez. Je travaillais pour des boîtes de jeux vidéo et des gens me disent c'est quoi l'émotion là? Mais genre c'est rien. C'est comme si on vous demandait qu'est-ce que tu veux dans ton chapitre faire passer comme émotion? On ne sait pas. Donc on ne peut pas préempter ce qui va se passer. Donc si le message il est préempté dans un jeu, c'est que c'est de la propagande. Alors à ce moment-là, on n'appelle pas ça des serious games. On appelle ça de l'idéologie, de la propagande et du travail sur la propagande et sur la perpétuation d'un certain schéma de réalité. On n'appelle pas ça un serious game. C'est complètement antinomique en fait. Disons que ça... Enfin bon, je ne veux pas spécialement défendre les serious games, mais je te trouve assez dur en fait sur les serious games. Ils utilisent des structures, des façons de s'impliquer par rapport à une fiction en fait, dans l'idée de transmettre un certain message. Mais donc on peut considérer que c'est de la propagande, mais c'est pas forcément pour transmettre des structures idéologiques préexistantes, puisque précisément le jeu auquel participe Audrey, c'est précisément le contraire. C'est ce que font déjà les jeux. Moi, je parle de serious games. C'est ce que font déjà les jeux. C'est encore une fois ramener le jeu à son endroit pas sérieux, pas intéressant, moins bien que l'art, moins bien que la littérature, que de dire qu'il y a des jeux et qu'il y a des jeux sérieux. C'est de ça dont je parle. Mais oui, mais le problème, c'est que maintenant, il y a des gens qui disent « Ah non, moi, je joue pas à des jeux, je joue à des serious games. » Et ça arrivait quand? C'est ça qui est en train de se passer.
Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est déjà les jeux, en fait. Il y a des milliers de jeux avant le label Serious Game et avant que la société décide de se donner bonne conscience sur les jeux. Les jeux faisaient déjà ça, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, on a envie c'est du game washing, en fait. On a envie de dire, hey, on n'a pas envie de dire qu'on fait des jeux parce que c'est pas sérieux, parce que c'est un truc d'enfant, parce que c'est un truc dégueulasse et que c'est pas de l'art, et on va mettre un joli paquet autour pour faire croire que c'est quelque chose d'intéressant comparé à ce qu'est un jeu normal. Eh ben non. L'enjeu, il est de dire que le jeu, c'est important, c'est un moteur sociétal, et qu'il faut le prendre en tant que tel. On n'a pas besoin de le légiférer, on n'a pas besoin de le qualifier. Mais dans des cases. Il existe en tant que tel. Alors, soit l'un d'entre vous souhaite réagir, soit je donne quand même l'opportunité à une autre question, remarque du public. Ouais. Après, les discussions sont possibles aussi en informel, en dehors de la table. Ouais. Et je pense que vous êtes toutes et tous au salon du ministre. Et je suis désolé, mais moi, on me presse un peu du temps. Et ben voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et merci aux auteurs pour leurs interventions passionnantes.